Nous sommes en Allemagne, dans les environs de Dresde, le 26 août 1813. Dans les plaines du royaume de Saxe, la Grande Armée inflige à la coalition sa plus grande défaite de l'année. Profitant de l'orage qui s'abat sur la région, le maréchal Murat s'élance à la tête de la cavalerie. Les Autrichiens restés imprudemment sous le déluge n'ont pas d'autre choix que de fuir. En effet, la pluie a mouillé la poudre, et les hommes deviennent des proies faciles. Le résultat, malgré un rapport de force défavorable, la victoire est bien française. Dans le quartier général de la coalition, les débats tournent au vinaigre. Faire la guerre à l'empereur était-il une erreur? Puis les belligérants se calment et reviennent à la raison. Car si la bataille est une humiliation, il n'y a pas de quoi paniquer. Contre l'Empire français, la 6e coalition rassemble la moitié de l'Europe. L'Autriche, la Suède, le Royaume-Uni, la Prusse, l'Espagne, le Portugal, la Russie. On compte aussi des Français royalistes. Ceux-là ne manqueront pas de se révolter dans leur pays si Napoléon venait à perdre. Perdre? Mais comment battre un empereur qu'on prétend invincible? Il y a deux solutions. D'abord, le nombre. La coalition rassemble près de 550 000 hommes, bien aidés et bien financés par l'Angleterre qui règne sur le commerce maritime. La France, de son côté, dispose de 450 000 hommes, mais 100 000 sont assiégés dans des forteresses. Ensuite, et malgré sa supériorité numérique, les Alliés conviennent d'un principe. Jamais, au grand jamais, il ne faut affronter Napoléon. Plutôt, il faut épuiser son armée, il faut attaquer ses maréchaux, afin de le contraindre à la retraite. Lorsque les conditions seront favorables, c'est-à-dire en cas d'extrême supériorité numérique, alors les armées pourront livrer bataille contre l'empereur. Ce plan surprenant, qu'on appelle le plan de Traubenberg, peut-il se montrer suffisant pour terrasser Napoléon? Pour l'appliquer, 3 généraux travaillent main dans la main. Le Prussien Blücher, aussi âgé que déterminé à venger son pays. Le Suédois et ancien maréchal d'Empire, Jean-Baptiste Bernadotte. Et l'Autrichien Schwarzenberg. Ils ne le savent pas encore, mais leurs plans vont conduire au plus grand affrontement du siècle. Un affrontement pour décider du sort de l'Europe, la bataille de Leipzig, ou la bataille des nations. Cette vidéo est rendue possible grâce au soutien de notre partenaire Lucotte. Fondée peu avant la Révolution française, la maison Lucotte propose des figurines de collection dédiées aux soldats de l'Empire, à ses alliés et à ses adversaires. Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la section des commentaires. Mais retournons à notre histoire. À la fin du mois d'août 1813, à l'université d'une ville appelée Iéna, les étudiants semblent troublés. On rapporte qu'il y a seulement quelques jours, une grande bataille s'est déroulée à Dresde, la capitale du pays. On rapporte aussi que Napoléon aurait terrassé son ennemi et que les jours de la 6e coalition seraient comptés. Les rumeurs vont bon train, les conversations s'enchaînent, chacun y va de sa petite anecdote. Puis tout à coup un homme fait irruption dans la salle, si bien que les étudiants se taisent. Le nom du professeur? Hegel. Sa fonction? Philosophe. Et c'est lui qui est en charge du cours de philosophie pratique. Alors il s'installe à son bureau, il sort ses affaires, puis s'adresse aux élèves. L'humanité, s'exclame le philosophe. L'humanité est à un tournant de son histoire. Depuis plusieurs années en effet, la face de l'Europe a complètement changé. Partout, de nouveaux États ont été créés. Partout, de nouveaux droits ont été proclamés. En Bavière par exemple, on a depuis peu aboli les privilèges. On a aboli la torture. On a aboli l'inégalité entre les juifs et les chrétiens. On a même écrit une constitution, un code civil et un code pénal. Une avancée absolument fantastique qui n'a été possible que par le concours d'un seul homme. Et cet homme-là est tout désigné par Hegel. Napoléon Ier, empereur des Français et protecteur des Allemands, est le héros des temps modernes. C'est grâce à son ambition démesurée, nous dit le professeur, que les idées de la Révolution française se sont étendues. Cependant, le professeur n'est pas dupe. Il sait que ce projet rencontre des résistances. Hegel enseigne une chose. Les aristocraties héréditaires, celles d'Angleterre, d'Espagne, de Prusse, de Russie ou d'Autriche, se battront jusqu'à la mort contre l'héritier de la Révolution. Laisser Napoléon sur son trône en effet, c'est prendre le risque de voir les peuples adopter les idées libérales. C'est prendre le risque de voir la bourgeoisie pratiquer l'exercice du pouvoir. C'est prendre le risque de voir la raison et l'administration prendre le dessus sur l'Église et la superstition. Or, voilà bien des choses que les rois d'Europe ont besoin pour gouverner. Alors Hegel fait une prédiction. Des milliers d'hommes vont mourir. Des milliers d'hommes vont mourir pour faire chuter Napoléon. Les capitales brûleront, les armées s'ébranleront, les batailles seront sanglantes mais qu'importe.
les aristocrates auront leur vengeance. L'empereur des Français, l'ogre, l'antéchrist, le monstre, l'usurpateur, l'empereur sera détruit. Hegel conclut sur ces mots. Si Napoléon sera détruit, cela c'est une certitude, la modernité lui survivra. En effet, les idées de liberté, d'égalité et d'unité ne quitteront pas les esprits du jour au lendemain. Mais une question se pose tout de même ici. Comment la coalition peut-elle vaincre le Corse qu'on prétend invincible sur un champ de bataille? À cette interrogation, le philosophe Hegel ne peut pas y répondre. Pour le savoir, nous devons quitter l'université et nous replonger un bref instant dans l'histoire militaire. Alors revenons sur la carte du royaume de Saxe. Le 27 août 1813, Napoléon vient d'infliger une terrible défaite à la coalition. Une défaite tellement humiliante que certains pensent déjà à jeter l'éponge. Cependant, la coalition doit relativiser. Les Autrichiens, les Russes, les Suédois et les Prussiens avaient convenu d'une règle d'or. Jamais, au grand jamais, il ne faut affronter Napoléon sur un champ de bataille. Maintenant, si l'on suit le plan de Traubenberg, il faut attaquer là où Napoléon est absent. Et d'ailleurs, Bernadotte a déjà remporté une bataille à Grossbieren le 21 août. De son côté, Blücher a battu les Français à la Katzbach le 26. Résultat, si les Alliés perdent une bataille au sud, ils se rattrapent par 2 fois contre les maréchaux. Mieux, lorsque Napoléon est rappelé à l'est pour contrer l'avancée prussienne, ces maréchaux font encore des erreurs. Après la victoire de Dresde, un corps d'armée poursuit trop loin l'ennemi, n'est pas soutenu par ses pairs, et se fait détruire à Kulm le 30 août. Bref, du point de vue coalisé, 3 victoires viennent annuler la grande défaite de Dresde. Une situation qui contraint Napoléon à préparer la riposte. Et comme d'habitude, il a un plan. Un plan qu'il explique à ses maréchaux dans les termes suivants. L'armée de Blücher étant la plus faible, l'empereur veut la détruire en premier. Il prend alors position à l'est, tandis que le maréchal Ney reçoit le commandement du front nord. Ce dernier doit repousser Bernadotte, puis redescendre subitement vers le sud pour prendre Blücher par le flanc. Sur le papier, le plan semble absolument parfait. Des stratégies pareilles sorties tout droit du chapeau, c'est devenu la spécialité de l'empereur. Cependant, sur le terrain, le projet rencontre les pires difficultés. D'abord, à peine commence-t-il à manœuvrer que le maréchal Ney est arrêté à Dennewitz le 6 septembre 1813. Ensuite, le projet ne résiste pas au plan de Traubenberg. En présence de l'empereur, Blücher s'enfuit tout droit vers l'est. En son absence, Schwarzenberg en profite pour percer les lignes. Napoléon tente alors de réagir, il rétrograde vers le sud, il fait parcourir des centaines de kilomètres à ses hommes, mais il frappe encore dans le vide. Lorsque l'armée de Bohême remarque sa présence, elle recule en catastrophe. Blücher, de son côté, saisit l'occasion pour avancer sur plus de 100 km. Ainsi, durant tout le mois de septembre 1813, la coalition fait du chassé-croisé. Si cela n'a rien de très glorieux, la stratégie est d'une efficacité redoutable. Il est donc temps d'accélérer les choses et de faire reculer l'empereur jusqu'au Rhin. D'abord, il faut profiter des renforts consentis par les Russes. Financés par les subsides de l'Angleterre, près de 80 000 hommes descendent vers le sud pour renforcer l'armée de Bohême. Ensuite, Blücher doit quitter sa position à l'est pour faire jonction avec l'armée de Bernadotte. L'objectif est simple. Les deux ensembles feraient mouvement sur les arrières de l'empereur en marchant de façon coordonnée vers Leipzig. Napoléon serait alors coupé de ses communications avec la France et n'aurait donc pas d'autre choix que de fuir. Devant ce plan surprenant, l'empereur est dubitatif. Visiblement, l'ennemi ne manque pas d'audace. Mais rien n'est perdu pour autant. Puisque la coalition fait mouvement vers l'ouest, alors la Grande Armée pourrait accepter le défi et manœuvrer vers le nord-est. Les Français seraient bel et bien coupés de leur communication avec Paris, mais ils pourraient libérer les 100 000 hommes assiégés en Prusse et en Pologne. Ils renforceraient ainsi leur nombre, pourraient capturer Berlin et pourraient forcer 200 000 Prussiens à baisser les armes. Encore une fois, le plan semble absolument parfait. Malheureusement, quitter le royaume de Saxe reviendrait à le laisser tomber. Or, le contexte diplomatique de l'automne 1813 est très délicat. Après les défaites de la France, les États allemands sentent que le vent tourne. La Bavière a déjà jeté l'éponge, et d'autres pourraient la suivre. Autrement dit, pas question d'abandonner la Saxe qui occupe une position stratégique. Bref, l'empereur n'a pas vraiment le choix. Il faut faire face à la coalition et forcer le destin dans une bataille. En réaction, la Grande Armée divise ses forces en deux. Murat tient solidement le sud, Napoléon regroupe ses troupes au nord. Remarquant que Blücher et Bernadotte sont séparés par une rivière et acculés à l'Elbe, le Corse pourrait les battre séparément. Et preuve que l'empereur a raison, le roi de Suède tire la sonnette d'alarme. Dans son quartier général, l'heure est à la panique. Le plan de Traubenberg est pourtant clair. Il faut fuir le plus loin possible, quand le Corse est dans les environs. Mais cela, ce n'est plus l'avis du Prussien Blücher. Dans la soirée du 5 octobre, il fait envoyer un messager au roi de Suède pour lui proposer le plan suivant.
Plutôt que de battre en retraite, le Prussien veut regrouper l'armée du Nord et l'armée de Silésie pour passer à l'ouest. Ainsi, à l'abri derrière la rivière Saale, l'armée de Bohême pourrait en profiter pour attaquer Leipzig. Napoléon serait alors rappelé vers le sud, ce qui permettrait à Blücher et Bernadotte de repartir de l'avant. Sauf que le roi de Suède connaît parfaitement son ancien maître. Si les coalisés ne protègent plus Berlin, les Français pourraient s'en emparer et forcer 200 000 Prussiens à baisser les armes. Mais le messager de Blücher a reçu des ordres. Perdre Berlin, insiste l'envoyé. Perdre Berlin n'a pas d'importance. Car si les Russes ont brûlé Moscou, affirme le Prussien, Berlin peut brûler à son tour. Plutôt détruire les édifices, plutôt carboniser les bâtiments, plutôt jeter des milliers d'habitants dans la misère, plutôt tout cela, que de perdre la face contre Napoléon. Surpris par la réponse, Bernadotte finit par céder. Une telle abnégation, une telle volonté d'en finir, une telle rancœur contre un seul homme, c'est du jamais vu dans l'histoire. Alors l'ancien maréchal d'Empire accepte la proposition de Blücher. Immédiatement, les armées coalisées se mettent en mouvement vers l'ouest. L'empereur, désabusé par cette manœuvre, pense que l'ennemi le fuit encore. Il se retourne alors vers le sud pour se jeter comme un seul homme sur l'armée de Bohême. Sauf qu'il est encore trompé par l'ennemi. Lorsque la grande armée sera réunie dans Leipzig, Blücher et Bernadotte quitteront leur position pour venir encercler Napoléon. Bref, la coalition semble avoir réussi son pari. Les Prussiens, les Autrichiens, les Russes, les Suédois, de loin assistés par l'Angleterre, se donnent enfin rendez-vous pour la bataille. Cette fois c'est sûr, 300 000 hommes côté coalisé, 160 000 côté français. 1500 canons contre 720 bouches à feu. À 2 contre 1, les coalisés n'ont pas le droit de perdre. Ainsi, dans la nuit du 15 au 16 octobre 1813, l'Europe entière s'est donné rendez-vous. De la superpuissance au Petit-Duché, il n'y a pas un seul étendard, pas une seule bannière, pas un seul drapeau qui manque à l'appel. Et comme un signe que le destin du monde se jouait sur un seul point géographique, des pluies torrentielles s'abattent sur la région. Le contraste est fort, comme si la tempête annonçait un cri dans l'histoire humaine. Car jamais, du vivant de l'homme jamais, avait-on rassemblé autant de soldats sur une seule scène. Près d'un demi-million d'individus surmotivés, surentraînés, surexcités, prêts à se faire avaler par la folie du monde. La folie, c'est bien la prédiction du philosophe Hegel qui se réalise. Le prince des batailles, le dieu de la guerre, le champion de la révolution. Il représente tellement de choses qu'on en perdrait la raison. Pour le détruire comme pour le défendre, on se jetterait sans réfléchir sur un mur de baïonnettes. Les Prussiens mourront pour l'Allemagne, les Polonais mourront pour la Pologne, les Russes périront pour le Christ, les Autrichiens pour la monarchie de droit divin. Quant aux Français, aux Italiens, à leurs alliés allemands venus de loin, ils se battront pour conserver l'Empire. Bref, la Grande Armée est persuadée d'une chose. Le choc qui les attend n'est pas un combat comme les autres. C'est bien l'avenir de toute l'Europe et peut-être du monde qui se joue ici, à Leipzig, dans la bataille des nations. Nous sommes à Leipzig, le 16 octobre 1813, vers 6 h du matin. Dans les rues de la ville du royaume de Saxe, la Grande Armée se met en branle. Au sud, l'armée de Bohême s'est mise en marche et rassemble un effectif de 230 000 hommes. En réaction, les Français se rassemblent, mais ne disposent que de 100 000 hommes prêts à combattre. Napoléon a donc besoin de renforts, mais à ce propos, les mauvaises nouvelles s'accumulent. D'abord, certains ordres ont été transmis en retard. Conséquence, le 11e corps est à la traîne et n'arrivera que vers midi. De plus, alors que la bataille doit s'engager au sud, on rapporte que l'armée de Blücher est en approche. Avec 60 000 hommes à sa disposition, il contraint le 6e corps et ses 30 000 hommes à s'arrêter pour défendre la ville. Et si le Prussien est en vue, c'est que Bernadotte n'est pas si loin. En conséquence, le 3e et le 7e corps doivent s'arrêter sur le front nord afin d'éviter l'encerclement. Finalement, Napoléon ne peut pas compter sur l'ensemble de ses troupes. Il doit donc affronter Schwarzenberg avec moitié moins d'hommes, moitié moins de cavalerie et moitié moins d'artillerie. Mais si l'armée de Bohême est à plus de 2 contre 1, elle hésite toujours à affronter Napoléon. Une hésitation qui conduit Schwarzenberg à éviter la bataille et à manœuvrer vers l'ouest afin de couper la retraite des Français. Sauf que pour ce faire, il faut traverser 2 rivières. La première, qu'on appelle la Pleiss, longe le champ de bataille du nord au sud. Avec la rivière Elster qui s'écoule plus à l'ouest, les 2 cours d'eau forment une zone accidentée et facilement inondable. Autant dire qu'après l'orage de la veille, les routes sont impraticables et les soldats s'embourbent. Résultat, le 16 octobre au matin, 20 000 hommes ont passé l'Elster, 30 000 sont empêtrés dans les marais, 100 000 sont à l'est de la rivière Pleiss. De plus, 80 000 hommes sont encore loin du champ de bataille. Lorsque Napoléon fait les comptes, il ne peut que faire le constat suivant.
Sur la ligne s'étendant de Markkleeberg à Lieberg-Volkwitz, le rapport de force est équitable. 100 000 hommes côté français, 100 000 côté coalisé. Si le 11e corps était à l'heure, les Français auraient pu terrasser leur ennemi, mais tant pis. Il faut saisir l'occasion lorsqu'elle se présente et lancer l'offensive sans plus tarder. Confiant dans son projet, Napoléon rejoint le quartier général vers 9 h du matin. Alors qu'il parcourt la ligne à cheval devant ses hommes, il est acclamé par ses soldats. Les cris de Vive l'Empereur, de Longue vie à Napoléon, scandés en 4 ou 5 langues différentes, retentissent à des kilomètres à la ronde. Malgré les défaites des semaines précédentes, le moral des hommes est intact et la présence de leur chef les électrise. Mais soudainement, lorsque Napoléon s'arrête pour observer le champ de bataille, un violent bombardement se fait entendre. On se demande ce qu'il se passe, on sort des longues vues, on interroge son voisin, quand tout à coup, une pluie de boulets s'abat sur le quartier général. Le torrent de plomb est tellement violent, est tellement soudain, est tellement terrible qu'aucun endroit n'est vraiment sûr. Et d'ailleurs, alors que l'empereur reste impassible, un boulet vient s'écraser juste à côté de lui. Un soldat qui mangeait là se retrouve démembré par le projectile, si bien que le corse descend de cheval, se porte à sa rencontre et l'aide à recevoir ses premiers soins. Pendant ce temps, afin de rassurer les hommes apeurés par le déluge de feu, Murat pousse la chansonnette. Il chante haut et fort, il chante à cœur joie pour maintenir la confiance. Chacun risque sa vie, c'est vrai, mais c'est valable pour les soldats de rang comme pour les maréchaux. Puis certains reprennent la chanson, tentent de trouver la gamme, et voilà que la troupe se met à l'opérette. Puis lorsqu'un messager arrive pour alerter l'empereur, les soldats sont prêts à en découdre. La coalition attaque, dit l'éclaireur. Eh bien tant mieux, la grande armée est électrisée par la nouvelle et s'apprête à recevoir comme il se doit. Cependant, malgré l'enthousiasme des troupes, Napoléon a perdu l'initiative. Le retard du 11e corps, conséquence des ordres mal transmis la veille, a des répercussions gravissimes. Non seulement les Français ont manqué l'occasion d'écraser un ennemi mal positionné, mais de plus, voilà que la coalition attaque en premier. Et voici quel est son plan. À l'ouest, le corps isolé se met en marche vers Lindenau. Les corps sur la droite attaquent Markkleeberg, Wachau et Lieberg-Volkwitz, tandis que les hommes empêtrés dans les marais doivent monter sur Königswitz et Dölitz. Pendant ce temps, au nord de la ville, le 6e, le 3e et le 7e corps sont encore en chemin. Pas de signe de Bernadotte, mais Blücher descend la rivière au pas de course. Sans une victoire rapide sur le front sud, la grande armée serait en extrême difficulté. Conscient des risques, Napoléon n'attend que le bon moment pour frapper. Alors dès que le 11e atteint finalement ses positions, l'empereur n'hésite plus une seule seconde. Vers 13 h, il faut passer de la défensive à l'offensive et jouer au tout pour le tout. Schwarzenberg ayant trop d'hommes sur sa gauche, son dispositif est vulnérable à Wachau. L'empereur veut donc percer les lignes, et il veut le faire jusqu'à Güldengossa. C'est ici en effet que s'est regroupée l'artillerie ennemie, mais c'est aussi à cet endroit que le tsar, que l'empereur d'Autriche, que le roi de Prusse et que tout l'état-major allié a pris position. Alors c'est décidé. Autour du village de Wachau, Napoléon fait amener des canons, une centaine de bouches à feu pour former un dispositif qu'on appelle la grande batterie. D'abord, les artilleurs regroupent leurs machines, les chargent, puis font feu sur un point fixe. La puissance de l'impact met en charpie les lignes adverses, si bien qu'elle crée des brèches dans les défenses. Des brèches dans lesquelles viennent aussitôt s'engouffrer les fantassins français. Le corps à corps s'engage, les baïonnettes se croisent, puis l'ennemi recule pour se réorganiser. Et lorsqu'il recule, les artilleurs font avancer leurs canons, les rechargent, puis retirent à boulet rouge. Ainsi de suite, pendant des heures et des heures, la grande armée combine la force du canon avec celle de l'infanterie. Complètement démembrée, la coalition pressent la catastrophe. En effet, après la percée sur Wachau, Murat fait rassembler la cavalerie. N'hésitant pas un seul instant, le maréchal mène une charge qui peut décider du sort de la guerre. En réaction, Schwarzenberg fait rappeler ses réserves. Elles doivent se porter de toute urgence sur Güldengossa afin de protéger l'état-major. Et en attendant, une batterie de 120 canons doit tirer comme si le sort du monde en dépendait. Alors l'artillerie tire et tire encore. Les cavaliers français sont criblés de balles et de mitraille. Heureusement, certains n'ont pas froid aux yeux. Le général Sokolniki, l'une des plus grandes figures militaires du duché de Varsovie, sait parfaitement pourquoi il se bat. La Prusse, la Russie, l'Autriche, ces puissances avaient détruit la Pologne. Si Napoléon tombe, son pays ne sera plus. Alors Sokolniki emmène ses hussards à la charge. Ils ne sont pas nombreux. Beaucoup d'entre eux ont péri lors de la campagne de Russie, mais ils avancent sous le déluge de feu. De l'autre côté des lignes, jamais avait-on tiré d'une telle manière. Le bombardement est tellement intense, il est tellement violent, il est tellement furieux qu'il surprend même les vétérans. Pourtant, certains foulent les champs de bataille depuis 30 ans. Et bien depuis 30 ans, ils n'ont jamais rien vu de tel. Jamais vu, ni jamais entendu. Car si les yeux sont habitués à la fumée, si le nez est habitué à sentir la poudre, ce qui change aujourd'hui, c'est le son des bouches à feu qui n'en finit pas de rugir.
Les canons tirent tellement de coups, la batterie est tellement large, l'entrain des artilleurs est tellement énorme, qu'on n'entend plus rien à des kilomètres à la ronde. Plus rien. Dans ses mémoires, un officier suisse appelé Jean-Louis Rieux décrit les sons qu'il entend. Un tonnerre roulant, toujours roulant, artificiellement créé par l'artillerie. On entend aussi des sifflements dans les airs. On entend les projectiles arriver, mais on ne peut les anticiper. Et derrière, devant, à côté, sous les bottes, car on n'a pas d'autre choix que de leur marcher dessus. Des blessés par centaines. Des blessés qui hurlent. On aimerait les aider, nos camarades. Ils ont besoin de soins. Mais la compagnie a reçu des ordres. D'ailleurs, le roulement du tambour continue. Il faut marcher, droit devant, pas le choix. Alors tous ces blessés qui hurlent, on ne peut leur venir en aide. Comme ses camarades, le Suisse sait parfaitement qu'il a peu de chances de survie. Ici et en ce jour, la guerre moderne prend peut-être une autre dimension. Mais guerre moderne ou pas, pluie de plomb ou marée de boulets, tout cela n'arrête pas le maréchal Murat. Comme s'il était impossible de le perturber, le cavalier mène ses hommes comme à son habitude. D'ailleurs, tel un trompe-la-mort, telle une insulte à l'avalanche de mitraille qui s'abat sur lui, il s'est revêtu de ses plus beaux vêtements. Il parade, il rassure ses soldats, il garde un sang-froid à toute épreuve. L'empereur lui a confié une mission, il entend bien la remplir. Alors qu'importe la furie des canons ennemis, rien ne résiste à son avancée fulgurante. Après une heure de charge, il arrive en vue du village. Le tsar, l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse, l'état-major allié n'est plus très loin. S'il avance encore un peu, encore quelques centaines de mètres, la guerre est finie, terminée. Alors qu'attend donc le cavalier? Malheureusement pour lui, deux choses l'empêchent de porter le coup de grâce. D'abord, les renforts russes sont arrivés. Leur cavalerie s'est portée sur Guldengossa et contre-attaque avec force. Ensuite, tandis que Murat demande des renforts, Napoléon les lui refuse. Il est en effet 15 heures passées, et les Français ont pris trop de temps. À l'ouest, le 4e corps est attaqué à Lindenau. Au nord, le 6e est attaqué à Mokerne. L'encerclement prend forme, pas question d'engager les réserves. D'ailleurs, Blücher comprend toute l'importance de sa position. Il sait qu'en attaquant ici, il empêche la grande armée d'acheminer des renforts vers le sud. C'est le moment rêvé pour se venger des Français et de montrer aux yeux du monde que la Prusse a retrouvé sa puissance. Aussi, dans les rangs de son armée, les soldats sont surmotivés. Napoléon, sa révolution, son empire, toutes ces choses qui font du tort à Berlin. Il est temps d'en finir. C'est aujourd'hui, s'exclame-t-il à ses soldats. C'est aujourd'hui que le sort de l'Allemagne sera décidé. Il faut aller se battre, et il faut le faire avec la manière. Pas de repli, pas de quartier. Les Prussiens feront la guerre jusqu'à la victoire. Sans attendre que son armée soit au complet, Blücher attaque le village de Mokerne. Les combats sont acharnés, les deux camps se battent pour chaque rue, chaque ruelle, chaque maison. La moindre parcelle de terrain s'arrache au prix de lourdes pertes, mais les Prussiens ne lâchent rien. Par chance, alors que les deux camps se ruent les uns sur les autres, un boulet prussien se perd et s'abat sur les réserves de poudre. L'explosion s'entend à des kilomètres à la ronde et sème la confusion dans les rangs français. Le maréchal Marmont, chargé de la défense du village, demande du renfort immédiatement. Non seulement l'ennemi est supérieur en nombre, mais de plus, les Prussiens sont acharnés. Cependant, le maréchal doit tenir à tout prix. Napoléon ne peut pas souffrir d'une percée prussienne sur le front nord. Il a bien trop à faire au sud, surtout que plus le temps passe, plus le rapport de force devient défavorable. Nous l'avions dit, en l'absence de renfort, Murat avait reculé pour se mettre à l'abri. Blücher avait donc acheté du temps pour la coalition, un temps nécessaire pour faire avancer les réserves. Si l'arrivée du 11e corps français permet d'aligner 125 000 hommes au total, la coalition peut en avoir le double. Pour l'instant, vers 16 h, l'ennemi engage 130 000 hommes entre Connewitz et Lieberg-Völwitz. Mais si l'empereur perd du temps, les réserves arriveront et porteront l'effectif à 210 000 hommes. Autrement dit, il n'y a pas d'autre choix. Il faut enfoncer le centre où la guerre est perdue. Aussi vers 17 h, les ailes accentuent leur pression. Puis les hommes se regroupent sur Varro, se jettent sur l'ennemi comme un seul homme, et donnent le maximum. La garde, les vétérans, les conscrits, l'artillerie, la cavalerie, la grande armée est à 100%. Chaque camp, l'un comme l'autre, laisse des milliers de morts sur le terrain. Problème, pour chaque soldat tombé, la coalition le remplace avec un autre. Les renforts se font de plus en plus nombreux, et Napoléon n'a plus de réserve. Vers 20 h, à bout de force, à bout de munitions, à bout de poudre pour charger les fusils. Les Français n'en peuvent plus. Ils se sont battus avec leurs tripes. Les Russes, les Autrichiens et les Prussiens ont fait de même. Mais contre la loi du nombre, Napoléon doit s'incliner, reculer et laisser passer la nuit. Il retourne alors dans ses quartiers, puis demande des nouvelles du front nord. À l'est, le village de Lindenau est toujours sous contrôle. Au nord, en revanche, les Prussiens surmotivés font une percée. Bref, si la grande armée pouvait encore gagner le matin,
les choses sont complètement différentes dans la soirée. Désormais, il faut trouver le moyen d'éviter l'encerclement et de se retirer sans peine vers la France. Cette vidéo était soutenue par notre partenaire Lucotte. Plongez-vous dans l'histoire de l'Empire avec ses figurines de collection et revivez les batailles que nous venons de raconter. Pour accéder à leur catalogue en ligne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la section des commentaires. Quant à nous, nous devons étudier la suite des événements. Alors n'oubliez pas de laisser un commentaire en bas de la vidéo et rendez-vous au prochain épisode.